Bonsoir! Bonjour, bonsoir, dépendamment de quand vous écoutez le podcast. Donc cette semaine, Sophie Dupuis qui est une femme tellement pétillante, tellement agréable d'être en sa compagnie, il y a une énergie dévorante qui l'habite. Donc vous allez voir, on parle entre autres de sa jeunesse à Val-d'Or. Donc c'est d'ailleurs un des thèmes récurrents de ses courts-métrages et de ses longs-métrages. Ce qui est le fun avec Sophie Dupuis, c'est que je la reçois là, parce que c'est juste la pointe de l'iceberg, tu sais. Il y a juste ça sur ça de cinéma qui s'en vient, je le sais, je le sens. Elle a une méthode de travail qui est tellement propre à elle. On parle entre autres dans le podcast de masculinité toxique, on parle de méthode de travail, on parle de sa relation avec Théodore Pellerin, on parle de sa passion des acteurs, des répétitions. Elle est tellement passionnée par la répétition qu'elle s'est même cassé une jambe. Sa mère est partie de Val-d'Or, est arrivée chez elle. Elle était couchée sur le lit, puis elle pensait que les gens allaient la quitter. Non, les gens ne l'ont pas quittée. Les gens ont redoublé d'ardeur. Parce que c'est une femme avec une jambe cassée qui est dans un lit, qui est en train de dire « Je souhaite que ce film-là se fasse pareil. » Et Souterrain s'est fait pareil en 10 ans, mesdames et messieurs. Ni plus ni moins. Et ça a donné un film tellement bon. C'est écœurant comme film. C'est vraiment écœurant. Puis d'ailleurs, parce que je ne souhaite ne pas oublier cette phrase, elle a dit « La victoire d'un Québécois, c'est la victoire de tous les Québécois. » Donc, quand on fait un film qui est bon, puis que c'est québécois, ben ça rallie les gens, puis ça fait en sorte que notre cinéma est plus fort. Puis ça, ben c'est une extrêmement bonne morale. La victoire d'un Québécois, c'est la victoire de tous les Québécois, Québécoises. Sophie Dupuis for President, mesdames et messieurs. Donc voilà, Solo. Donc l'ancien titre, c'est un titre de travail, c'était Drague. Donc Solo s'en vient présentement, pas présentement, mais prochainement, dans nos salles. Et il n'y a pas de date de sortie, tout simplement parce qu'il est en train de faire le tour des festivals. Donc voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse en de bonnes mains. Donc, dans 3, 2, 1. Ben, Madame Sophie Dupuis. Salut! Je suis super content que tu aies accepté. C'est super gentil. Ça me fait super plaisir. Yes. Ben, ma première question, t'es née où et en quelle année? Je suis née à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, en 86. Génial. Ouais. Et tu as eu une enfance... à quoi ressemblait ton enfance? Ben moi, je suis enfant unique à mon grand malheur. Fait que j'étais parfois, c'était assez solitaire, mais en même temps très proche de mes deux familles, des deux côtés, okay. Cousins, cousines. Donc, je passais beaucoup de temps avec la famille. Quand j'étais enfant, à chaque week-end, on était avec des cousins d'un bord ou des cousins de l'autre bord. Puis ça a vraiment été... quelque chose, je pense, de vraiment important dans ma jeunesse. J'habitais sur le bord de l'eau quand j'étais plus jeune, dans le bois, avec des voisins quand même un peu loin. Puis ça a été... Tu sais, là, c'est là, je pense que j'ai le plus formé mon imagination, parce que j'étais pas mal toute seule. Puis j'allais dans le bois, puis je m'inventais des histoires, puis tout ça. Fait que ça c'était bien le fun. Puis après ça, je suis déménagée plus comme à Val-d'Or dans la ville. Puis ça a été un autre genre d'enfance avec les petits amis du quartier puis tout ça. Je faisais beaucoup de spectacles dans mon sous-sol. Okay. Ça a vraiment été... Je pense que... Vers quel âge à peu près? Je sais pas à quel âge que j'ai commencé. J'ai dû commencer à 10-12 ans. Puis là, c'est ça, mes cousins-cousines devaient participer à ça. Donc, à un moment donné, je pense que ça leur tentait un petit peu moins des fois de venir chez nous parce que dès qu'ils arrivaient, j'étais comme « Oh, toi, tu vas jouer ça, puis là, toi, tu vas te mettre là, puis là, on va danser comme ça. » Puis, fait que j'ai un cousin qui me dit à un moment donné « Toi, là, je vais toujours t'en vouloir, là, tu me faisais mettre des robes, puis tu me faisais faire plein d'affaires. » Puis, mais je pense que j'ai toujours aimé mettre en scène des choses et une chance que j'avais cette gang de cousins-là pour le faire avec moi. Puis je pense que mes tantes et mes oncles étaient tannés un peu aussi à chaque fin de semaine d'aller regarder nos spectacles dans le sol, mais ça a valu la peine parce que je pense que
ça m'a vraiment aligné dans ce que je fais aujourd'hui, ouais. T'as-tu des archives de ça? Ouais, il y en a parce que ma mère a filmé tout ça. OK. Fait que j'imagine qu'ils sont chez ma mère. Ça doit être bien drôle, ouais. Tu pourrais faire une rétrospective à la Cinémathèque, peut-être? Et là là, pas sûr. Puis au secondaire, est-ce que tu te dirigeais vers ça? Je dis secondaire, mais ça peut être primaire. Est-ce que tu t'as pris comme des options théâtre, des options... Ouais. Ben, c'est ça, moi, je m'intéressais à tout ce qui était culturel. Fait que tous les cours culturels de la ville de Val-d'Or, j'ai participé. J'ai même fait des cours de chant alors que je suis la pire chanteuse. Je pense que c'est une personne que tu n'as pas envie d'entendre chanter, c'est moi, là. Join the club. Ouais. Donc, mais j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Puis évidemment, je voulais être comédienne quand j'étais jeune. On dirait que c'est le truc qui intéresse beaucoup plus les... Quand on est jeune, je pense que c'est le truc qui est impressionnant, qu'on voit dans l'écran, puis tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte que... En fait, je raconte souvent cette histoire-là, là, mais quand j'étais jeune, je tripais sur les films, comme ado, là, plus secondaire. Je tripais sur les films qui nous faisaient pleurer. OK. Je trouvais ça fascinant, en fait, de pouvoir créer cette émotion-là chez les gens. OK. Ça me passionnait. Des fois, j'avais un VHS puis des cassettes de films chez moi. Puis je pouvais me faire comme un moment où j'écoutais toutes les scènes qui faisaient pleurer. Je me changeais de cassette, puis je faisais juste écouter, là, je l'avançais à la scène qui faisait pleurer, puis là, je pleurais pendant comme peut-être 2 heures comme ça à regarder ces scènes-là, parce que ça me faisait triper. Je me disais, j'aimerais vraiment faire ça, en fait, réussir à faire pleurer les gens. Aujourd'hui, je fais pas des films pour les mêmes raisons, mais je pense que ça a été mon déclencheur de... En fait, j'ai fini par m'intéresser au cinéma à cause de cet objectif-là, soudainement, que j'avais. OK. Ouais. De vouloir faire pleurer les gens. Puis moi, par curiosité, est-ce que tu qualifierais-tu ton enfance d'une belle enfance, une enfance heureuse? Oui. Ah ouais, tu vois, mais c'est paradoxal parce que moi, j'ai vraiment pas trippé. Je suis très angoissé. Je suis comme l'opposé de nostalgique. Alors moi, j'écoutais juste des comédies pour me faire rire. Je trouvais ça un talent immense d'être capable de faire rire les gens et leur mettre de la lumière. Fait que peut-être que, tu vois... c'est une autre fascination. C'est deux opposés tout aussi intéressants. Ah, c'est intéressant. Puis t'as-tu des souvenirs de films? Genre, tu dis, hey, ça, j'aimais ça parce que je broyais à tout coup. Ah ben, à un moment donné, je tripais sur la ligne verte quand j'étais ado. Là, puis là, mon Dieu Seigneur, que j'ai pleuré là-dessus. Ma mère, elle avait une cassette de 15 février 1839, quelque chose de genre. Ouais. Le film de Falardeau. Ouais, c'est ça. Ah, là, je pleurais là, avec... voyons, la comédienne, comment elle s'appelle? Sylvie Drapeau. Ouais, Sylvie Drapeau, qui était en pleurs. Oui, des films comme ça, ouais. Mon Dieu, je me souviens même plus de tous les films que j'avais. Mais ouais, c'était une répétition. J'écoutais toujours les mêmes. Puis, est-ce que tu pleurais parce que ça te touchait ou tu pleurais par une espèce de comme procuration? Quelqu'un devant toi vit un drame, qui pleure, puis là... Ben, je pense que c'était vraiment parce que ça me touchait. OK. Puis là, de voir qu'est-ce qui avait été filmé, qu'est-ce qui avait été dit, est-ce que... comment on montrait cette tristesse-là ou cette peur-là ou cette... Ouais, je me disais, c'est un gros pouvoir, en fait, que les cinéastes ont entre les mains de pouvoir créer ça chez les gens. Absolument. Ouais. Et là, tu es au secondaire, tu prends tous les cours en option. Ouais. Qu'est-ce qui mène? Est-ce qu'après ça, le cégep, comment ça fonctionne? Parce que là, il faut faire sensiblement un choix un petit peu plus grand qu'au secondaire. Oui. Mais moi, en fait, c'est ça. J'ai fait pour le fun, j'ai écrit un espèce de long métrage en secondaire 4, je pense. Ou 3. Je le sais plus. C'est quoi le synopsis, par curiosité? Aïe. Moi, j'avais pas une grande culture là, cinématographique ou peu importe. Là, fait que les films qui m'intéressaient, c'était des films plus populaires. Fait que c'est ça que j'ai fait. C'était l'histoire de deux parents, un couple qui adoptait et prenait des enfants en famille d'accueil, tout d'un coup, quatre d'un coup. OK. Puis, fait que là, se créait une petite fratrie entre qui arrivaient des petits drames et évidemment, quelqu'un mourait et c'était comme bien dramatique. Là. Puis,
Puis, fait que mes amis sont embarqués là-dedans, ils ont joué là-dedans. Mes parents ont pris des congés pour pouvoir comme m'aider dans cette affaire-là. On avait 2 caméras, on était vraiment... quelqu'un prenait du son. Je sais même pas comment j'ai su tout savoir faire tout ça, en fait. Ouais. Puis... mais ça a été génial. Uh-huh. Puis le montage, c'était trippant. Puis après ça, l'école l'a présenté sur 2 midis parce que ça durait 1h08, je pense. Ah ouais. Ouais, donc ils m'ont organisé ça. Puis là, ça m'a vraiment donné, je pense, un peu la piqûre. Là. Je me disais, c'est ça que je veux faire. Puis ça a été assez rapide. J'ai su rapidement que j'allais étudier en cinéma. Okay. Dans mon adolescence. Wow. Puis mon chemin était prêt, là. Je m'en allais après ça, je suis allée à Rouyn-Noranda au cégep en art-et-lettres, option cinéma. OK. Puis là, c'était super parce que nos professeurs étaient vraiment géniaux. Là. C'était vraiment du monde passionné qui adorait leurs étudiants puis qui avait vraiment envie de nous accompagner dans ce truc-là. Puis, tu sais, on était quand même pas beaucoup qui voulaient vraiment s'en aller en cinéma parce que tu peux prendre art et lettres, option, peu importe, puis t'en aller dans plein de métiers différents. Et moi, je pense qu'ils ont vu à quel point ça m'intéressait vraiment, puis ils ont été vraiment des super accompagnateurs, puis c'est devenu des amis aujourd'hui. Ah ouais, ils me suivent dans ma carrière, puis quand je vais présenter des films à Rouen, c'est eux qui font mes Q&A, puis devant le public, puis tout ça, fait que c'est vraiment génial. Ça aussi, ça a été quand même propulsant là, pour moi, parce que je me disais... Mon Dieu, si tout ce monde-là a confiance en moi, ça doit être parce que j'ai quelque chose à faire dans ce métier-là, tu sais. Fait que ça m'a donné confiance. Mm-hmm. Ouais, puis après ça, je suis allée à Concordia, à l'université en cinéma. Puis là, c'est ça, c'était une autre histoire. Mais vraiment, mes 2 ans de cégep, là, c'était génial. J'ai essayé plein d'affaires. Ouais? Oui, par curiosité, comme quoi, c'est quoi le genre de risque qu'on peut prendre? Parce que finalement, il y a une espèce de filet de sauvetage qui fait que si c'est pas bon, personne ne le voit finalement. Oui, c'est ça. Ben, je pensais pas m'en aller dans des trucs plus comme expérimentaux. J'ai essayé ça. Tu sais, il fallait faire un film un peu d'animation. Tout le monde avait des idées de comment animer. Moi, d'autres, on l'a fait on était comme on faisait bouger les humains comme... frame par frame. Ouais. Fait que je restais tout le temps avec mon côté plus humain, là, justement, là, très naturel, même dans mes films d'animation, finalement. Ouais. Fait qu'en tout cas, tu sais, tu te découvres, là, vraiment, quand t'es à l'école, puis c'est ça qui est le plus intéressant quand je repense à... Ouais. Parce que là, tu te fais donner des contraintes faut que tu fasses un film avec telle contrainte, puis finalement, il y a des trucs qui ressortent quand même de ma personnalité, puis de mes intérêts, puis de mes envies. Fait que je pense que c'est vraiment là que je me suis plus définie. Ouais? Ouais. Serais-tu prête à dire que les thèmes majeurs de tes films ou ton style, ta facture, je sais pas comment le formuler, est resté, mine de rien? Ou... Non, en fait, parce que je pense que je suis vraiment sortie de... C'est ça, j'ai comme essayé des choses par obligation, parce qu'on on nous envoyait sur des chemins que j'avais pas prévus. Bien sûr. Je pense que c'était vraiment plus de l'exploration. Puis après ça, c'est plus vraiment quand j'ai fait mes courts-métrages, une fois que j'avais fini l'école, l'université, que je me suis plus définie comme cinéaste. Là. Vraiment ce que je voulais le dire, comment je voulais le dire, le genre d'image, d'énergie dans mes films, puis tout ça. Mm-hmm. Ouais. Puis en allant à Montréal, est-ce que c'était un choc pour toi de quitter? Est-ce que tu rêvais-tu de Montréal? Est-ce que c'est quelque chose qui ça te... Oui. Moi, j'avais hâte j'avais hâte de partir de ma petite ville. Ouais. Je voyais vraiment ça comme un univers de possibles qui allait s'ouvrir à moi, à Montréal. Et j'aime toujours autant ça que quand je suis arrivée. C'est vraiment ma ville, Montréal, ouais. Je me verrais pas à habiter ailleurs, en fait. J'aime que ça bouge, je trouve que c'est spontané, c'est toujours plein de trucs nouveaux à découvrir, de gens nouveaux à découvrir. Je pense que c'est ça que
c'est vraiment une de mes passions, là, rencontrer des gens. OK. Alors qu'à Val-d'Or, ben là, tout le monde se connaît. Moi, j'avais un petit peu fait le tour, là. J'avais hâte d'aller... c'est ça, rencontrer des gens, des histoires, des vécus, des vies que j'aurais jamais imaginées, là, que ça m'a... j'ai trouvé ça super, puis... ouais. Ouais, absolument. Puis à Concordia, est-ce que... ça, c'est une question que j'ai. Est-ce que tu es obligé de faire tes films en anglais? Parce que... Non. OK. Non, je pense qu'ils n'ont pas le droit d'obliger les gens au Québec à faire des trucs en anglais, quelque chose comme ça. En tout cas, on peut faire nos films en français. Puis tu le savais-tu quand tu postulais? Oui. Ouais. Parce que moi, à Val-d'Or, on parle pas beaucoup en anglais, là. Puis moi, je suis arrivée, puis j'avais pas une grosse base d'anglais, là. Fait que ça a été... je suis même pas encore totalement bilingue, même après 3 ans à Concordia. Ben, c'est pas correct. Ouais, on avait quand même cette liberté-là. Mais ça a été des bons défis, là, quand même. Des cours magistraux en anglais où je comprenais pas la moitié de ce qui se disait, là. Ouf, mais je sais pas comment j'ai fait pour passer. Ouais. Mais t'as-tu appliqué à plein d'écoles, puis comment ça fonctionnait? Ouais. Ouais, ben, aux 3 écoles... C'était ton premier choix, autrement dit? Oui, c'était mon premier choix à Concordia, fait que j'étais bien excitée quand j'ai vu que j'avais été choisie. Je pense que j'aurais apprécié l'UQAM aussi. Ça a l'air d'être... la façon que c'est structuré, le cours de cinéma avait l'air... Je pense que ça m'aurait peut-être même plus plu, mais il y avait tellement un aura autour de Concordia que je me suis lancée. Mais dans tous les cas, ma meilleure école, ça a été après, quand j'ai fait mes films. C'était vraiment ça. C'est là que j'ai le plus appris. Puis quand j'ai travaillé sur les films des autres aussi. Te regrettes-tu d'avoir fait une école, finalement? Ou... Non. Puis, tu sais, j'étais jeune, là. Je suis rentrée à 19 ans. OK, tabarnouche. Ouais. Fait que je venais juste d'avoir 19 ans. Fait que j'avais besoin de cette transition-là, de ce passage-là. Tu sais, juste pour apprendre des petites bases quand même, là, tu sais. Puis après, ça a été tellement vite parce que j'avais un cours qui s'appelait Development Stage, qui était comme les étapes un peu de développement à Concordia. Puis notre devoir final, c'était de remettre une demande de financement. OK. Fait qu'on pouvait se baser sur les demandes de la SODEC ou du Conseil des arts, puis tout ça, puis on donnait ça à notre professeur. Puis fait que c'était super, on apprenait à justement à comment ça fonctionne dans la vraie vie, c'est une fois que t'es sorti de l'école. Et avec mon ami qui était comme mon producteur sur ce projet-là, on avait tout monté une demande pour le calque. OK. Puis la journée où il fallait remettre notre devoir, c'était la vraie journée du dépôt du calque. Fait qu'on a décidé de le déposer au calque aussi. OK. Puis fait que je l'ai eu. Wow. On n'a pas demandé beaucoup d'argent. On a vraiment comme été très... mais je pense que justement, ça nous a aidés là, de faire une très petite demande. On vient juste de sortir de l'école. Fait que pendant cet été-là, j'ai tourné mon premier court-métrage avec des gens super qui n'ont pas été payés puis qui ont travaillé. Mais tu sais, beaucoup de monde que j'avais pris dans mes cours puis tout ça. Puis c'était trippant. Puis ce film-là, comme... Je viendrai te chercher? Non, en fait, Je viendrai te chercher, c'est mon film... c'est un de mes films d'école. OK. Qui lui, a eu une vie en festival assez impressionnante pour un film étudiant. OK. Fait que ça c'était mon film de 2e année. Fait que ça a vraiment... quand même commencé ma carrière. Parce qu'en 3e année d'université, j'étais déjà dans plein de festivals. OK. Fait que là, j'ai rencontré du monde, j'ai commencé à avoir des contacts déjà. Bien sûr. Puis tout de suite, en sortant de ma 3e année, j'avais ma bourse du calque. Fait que mes affaires ont déboulé tellement vite. puis Félix et Malou, c'était Félix et Malou, celui que j'ai tourné après l'école. Puis a été nommé pour meilleur court-métrage aux anciens Jutras, aux Iris d'aujourd'hui. Tu vois, je savais pas ça. Ouais, fait que c'était fou, là, tu sais, j'étais toute jeune. Puis, l'année d'après, tout de suite après l'école aussi, j'ai fait Fait-Secours à Télé-Québec. OK. L'émission où on était en équipe de 2, puis là, on rentrait le matin,
on nous présentait un décor. On nous disait, vous allez travailler avec tels acteurs, habillés comme ça. Puis là, vous avez toute l'après-midi pour écrire un 2 minutes. Demain, vous venez le tourner en 1 avant-midi. Puis le lendemain, vous le montez en 4 heures. Puis ça va passer à la télé, puis c'était une compétition. Okay. Comme de cinéma. C'est la LNI la plus intense de l'histoire. Là. C'est intense, là. Mais c'était vraiment cool, là. On a juste fait 2 films, moi puis ma coéquipière, Sophie Guérin. Okay. Mais c'était vraiment trippant. Fait que, tu sais, je venais juste de sortir de l'école. Je faisais toutes ces affaires-là. Fait que ça a été très... ouais, ça a déboulé. Ben ouais, absolument. Tabarnouche, puis je suis curieux de savoir, j'ai vu que tu as fait un certificat en scénarisation. Oui. En fait, après le Concordia, je trouvais que on n'avait pas assez abordé la scénarisation à mon goût. Fait que je suis allée faire quelques cours j'ai pas fait tout le certificat, mais j'ai fait quelques cours parce que j'avais besoin ça m'intéressait tellement, la scénarisation. OK, ah ouais, hein? Puis je trouvais qu'on avait eu juste un cours de scénarisation à Concordia en 3e année. Ça me manquait. Ouais. Fait que je suis allée un petit peu approfondir ça, puis justement encore continuer à essayer des affaires. Fait que ça, c'était pendant que je montais Félix et Malou, puis que je faisais ce cours. Je faisais quelques cours là, de scénarisation à l'UQAM. Ça a été une bonne année, celle-là. Ouais, ben non, c'est ça. Ouais. Aïe, puis j'allais dire, sais-tu, parce que je pose la question à tous les réalisateurs qui viennent ou les réalisatrices, est-ce que c'est un plaisir pour toi écrire? Ah oui. Oui? OK, t'es la seule, fait que je suis content. Oui, je sais. Je sais que... Ben, c'est de plus en plus... c'est de plus en plus difficile, j'ai l'impression. À chaque scénario que j'écris, on dirait que je me dis, tabarouette, que je trouve ça plus torturant un peu, là, tu sais, là, puis t'es chez vous, puis... tu sais, on dirait que de connaître, de plus en plus... de connaître de plus en plus mon médium, puis de comprendre de mieux en mieux la scénarisation, puis d'avoir vu de plus en plus le passage entre l'objet scénaristique et ce que tu tournes, les rushs, avec le matériel avec lequel tu te trouves en montage. Tu sais, tout ça, c'est de l'expérience auquel je pense là, quand j'écris mes films. Puis là, je trouve ça de plus en plus difficile parce que on dirait que il y a quelque chose de moins, justement, spontané, intuitif. Parce que j'essaie toujours de garder ça, moi, cette espèce de... Parce que moi, je théorise pas la scénarisation. Je sais pas comment écrire, en fait. J'écris par intuition. Bien sûr. Puis on me dit que j'écris des affaires qui font du sens, mais je sais pas pourquoi. Tu comprends? C'est comme... là, ben, plus que j'en apprends sur mon métier, plus c'est difficile de se fier à ses intuitions parce que là, la théorie puis l'expérience vient beaucoup interférer dans l'intuition. Ça te castre... Ben, pas castrer, je sais pas si c'est comme le bon mot, mais c'est-tu... ça te bloque-tu d'en apprendre sur la scénarisation? Non, mais c'est une bonne chose. Mais ça fait que je vois plus... Ben, je vois... Quand j'ai mon scénario devant moi, je vois beaucoup plus mes failles, je vois beaucoup... Tu sais, je reconnais les points faibles, je reconnais beaucoup... Fait que c'est bon, là. Ça fait que je pense que j'écris à chaque fois des meilleurs scénarios, mais... c'est un peu plus contraignant, du coup, mais en même temps tellement excitant parce que quand tu réussis à débloquer les nœuds puis débloquer les points plus faibles de ton scénario, c'est tellement satisfaisant. C'est trippant. Moi, ça me crée de l'adrénaline. J'ai des sensations physiques là, quand je suis en train de débloquer des trucs dans mon scénario. C'est trippant. Là. C'est comme une drogue, en fait. 100%. Ouais, mais j'allais dire, souterrain, là, je trouve... Tu sais, j'en parlais parce que je faisais l'entrevue, fait que je commence à le travailler plus intellectuellement, puis je trouve qu'à mon humble avis, tout est lié. C'est un scénario extraordinaire. Là. Je trouve vraiment qu'il y a une continuité logique. Chaque personnage a vraiment son univers et pas juste là, parce que des fois, ça arrive que le personnage est là pour une fonction. Tu sais, le personnage est là, puis finalement, il sert au dénouement ou il sert à quelque chose. Il représente plus une fonction qu'être un humain, alors que ça,
tu peux tirer sur chacune des ficelles, puis tu rentres vraiment dans la psyché vraiment d'un humain avec ses motivations, ses qualités, ses défauts. Puis, fait que, visiblement, il y a un énorme travail que... Ah, mais ça a été quelque chose à écrire, parce qu'en fait, chez Engarde solo, ça s'est écrit rapidement, mais Souterrain, j'avais commencé en 2010 à écrire ça, puis on l'a tourné en 2020. Fait que, je pense. Ça a pris 10 ans. J'en ai fait des versions, puis j'en ai changé des affaires, puis des personnages, puis des... ouais, ça, c'est, tu sais, tout... c'est comme un film choral, presque. Là. J'ai pas mal un personnage principal, mais que tout le monde, c'est ça, vient comme interférer dans la vie de ce personnage-là, mais aussi dans l'accident qui se passe à la fin. Là. C'est pas un punch. Absolument. On sait qu'il va y avoir un accident dès le début du film. Ouais, donc... ouais, ça a été compliqué à écrire, mais tellement trippant. Tellement, ouais. Moi, l'écriture, j'adore. Puis, tu sais, t'es tout seul devant ton ordi, tu penses pas... c'est sûr qu'il faut que tu y penses un peu à la production puis aux moyens que tu vas avoir, mais là, tout est encore possible, tu sais. Ben oui. C'est vraiment... Puis moi, là, j'ai pas peur de jeter des affaires à recommencer. Tu sais, même si j'ai écrit des scènes que je me dis, ça serait génial à tourner ou ça serait génial que juste cette scène-là existe, mais je suis vraiment bonne pour faire ces deuils-là. Là. Okay. Tout jeter aux poubelles à recommencer, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. Fait que... mais j'ai quand même mes moments chez moi à m'arracher les cheveux puis à errer dans mon appartement, à me demander comment je vais me sortir de comment je vais mener à terme un enjeu ou une scène. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me remplit de joie aussi. Wow! Mais j'allais dire, parce que c'est vraiment un métier particulier, être réalisatrice, dans le sens où t'es tout seul chez toi, parce que toi, t'écris tous tes scénarios. Fait que t'es tout seul chez toi, il y a quelque chose de très solitaire. Ah oui. Et 4 secondes après, il faut gérer... une gang. Sur un plateau, genre tellement de personnes avec leur ego, leur désir. Tu sais, tu peux pas non plus dire ce plan-là, regarde la DOP, ce coup-ci, on passe vite, tu sais. Donc, il y a quelque chose là-dedans je serais comme curieux, en fait, de te poser comme question, ce serait quoi tes forces et peut-être éventuellement tes faiblesses, t'es prête à te livrer là-dessus en tant que réalisatrice? Ben, moi, je trouve ça le fun, c'est un peu une montagne russe, là. On passe de... T'sais, une année, je suis en scénarisation, l'autre année, je suis en production, et c'est, comme tu dis, complètement différent. C'est des opposés, presque, là, pratiquement. Ben oui. Mais moi, c'est ça que... Je pense que c'est quelque chose que j'aime d'être... Moi, j'aime ça être dans le changement, j'aime ça quand les choses bougent, j'aime ça le fait d'être une scénariste aussi, puis de jamais écrire sur le même sujet, justement. Tu sais, ça, moi, je pourrais pas... faire toujours la même chose. Okay. Ça me rendrait très, très, très malheureuse, là. Vie puis comme job, Fait que ça, pour moi, être réalisatrice déjà puis toucher des sujets différents, c'est déjà le fun. Mais en plus, pour moi, j'ai 2 métiers, en fait. Pour moi, là, c'est scénariste puis réalisatrice, c'est pas le même métier. Je vais faire... Okay. Je fais un film, là, avec ces 2 métiers-là, mais pour moi, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Puis on raconte des histoires, mais de façon tellement différente. Là. Une fois complètement toute seule chez nous, devant mon ordi, puis l'autre fois avec une équipe de 100 personnes qui, tu sais... c'est ça. Mais ça, c'est... moi, j'aime ça écrire seule de temps en temps, puis d'être chez moi, puis je me mets dans une bulle, je me mets dans un état émotif, des fois que je dois conserver pendant des semaines. Ça, c'est un travail vraiment particulier parce que je vais mettre en place les choses autour de moi pour réussir à toucher ces émotions-là qu'il faut que je retrouve parce que je les vis avec mes personnages, en fait. Puis là, je peux passer des soirées à écrire puis à pleurer, à rire tout seul chez moi. Je deviens comme... je vis vraiment avec mes personnages, puis ça, c'est presque... j'invente un monde, là, mais dans lequel je vais habiter pendant un petit moment. Tu sais, c'est vraiment spécial. Et là, il ne faut pas trop que les gens viennent
déranger cette bulle-là. Fait que là, des fois, je m'isole un peu parce que ça peut... Si je me sors trop de cet état émotif-là, va falloir que je remette tout en place pour le retrouver, puis c'est beaucoup de travail. Ben oui. Fait que des fois, moi, je considère que j'écris même quand je suis pas devant mon ordinateur en train d'écrire, parce que ce travail-là que je dois faire pour me mettre dans cet état-là, pour moi, des fois, ça a l'air... On dirait que je fais rien, mais je suis en train de travailler, puis de me plonger là-dedans. Puis, tu sais, ça prend... Je pense que c'est de me connecter, tu sais, sur mon empathie. Bien sûr. Puis, pour comprendre ces personnages-là qui sont en train de naître, là, en moi. Donc, ouais, ça, c'est comme mon étape. La première étape. Et après ça, ben là, une fois que tu rentres en production, c'est... Moi, je fais des centaines d'auditions. C'est des rencontres une après l'autre, c'est monter une équipe, faire triper des collaborateurs sur ton projet pour qu'ils aient envie de mettre tous les efforts puis l'amour ben c'est sûr que toi, si t'es pour te mettre dans ces états-là, puis ça prend 10 ans souterrain, t'aimerais ça que l'interprète... Oui, l'interprète, mais aussi tous les gens derrière la caméra qui vont... Tu sais, c'est tellement des guerriers là, qui se mettent en mode genre on défonce tout pour ton film là, tu sais. Fait que moi je veux les enthousiasmer là, sur mes projets. Fait que mais ça c'est trippant, tu sais, c'est j'adore ça, ces connexions là, ces moments là où ces étapes là de pré-production là, de travail avant le tournage où le film commence à prendre vie, tu commences à voir des parties de décor, tu commences à voir des lieux, des gens qui vont te dire on pourrait faire ça de même, on pourrait amener ça, on pourrait... Puis ça, pour moi, c'est vraiment c'est une étape... pour moi, c'est quasiment l'étape de plus de création que le tournage. Okay. Là. Qui est un échange incroyable. Puis vraiment, faut que tu t'entoures de gens qui te font triper, là, tu sais. Ben oui, c'est clair. Mais, puis là, après ça, les comédiens moi, je fais beaucoup de répétitions avec mes comédiens. Des semaines de répète. On traverse tout le scénario, puis c'est surtout des discussions, en fait. C'est pas tant qu'on va jouer la scène là, dans l'espace, là. C'est vraiment... on parle d'à quoi chacune des scènes sert, là. Bien sûr. Puis les comédiens je leur demande de tout dire, j'écoute tous leurs inputs, là. Puis il y a beaucoup de fois où je suis repartie tout écrire, là, solo... Parce que quand tu réécris une page de scénario, après ça, on la réimprime dans une couleur particulière. Fait que là, t'as la version jaune, t'as la version bleue, t'as la version... Puis là, tu fais juste insérer tes nouvelles couleurs dans ton scénario. Je pense que quand on a tourné solo, il n'y avait pas une page blanche, en fait, comparé à la version qu'on avait donnée aux collaborateurs en début de travail. Parce qu'on a pratiquement tout réécrit. Les comédiens venaient chez moi. J'avais la jambe cassée, là. Fait qu'on a fait beaucoup de répètes chez moi. T'es-tu cassé la jambe sur un tournage? Non. Une semaine avant le début de la prep, je me suis cassé la jambe. C'est une grosse affaire. Le fémur? Le double fracture du tibia. Et juste en glissant sur un plancher mouillé. Ah. Ouais, donc, et c'est 2 opérations, un clou dans la jambe, des vis, tout le kit, ça fait... c'est une douleur atroce, là. Ben, j'en doute pas. Puis, fait que j'étais en prep, couchée dans mon lit, avec la jambe dans les airs, à même pas pouvoir sortir de mon lit tellement j'avais mal, avec ma mère qui était venue habiter chez moi pour me faire à manger puis pour me donner la possibilité. J'ai eu aucune convalescence, là. Je faisais des meetings de 9h à 9h le soir. Ma mère a m'amené mes repas entre-temps. J'étais épuisée, j'étais sur la morphine. Tu sais, comme, je sais même pas comment j'ai fait, là. Puis mon équipe a été vraiment géniale parce que moi, je me disais, j'avais peur que les gens
m'abandonne en se disant elle sera jamais capable de tourner, là, elle sera jamais capable de... Mais tu parlais mode guerrier, mode guerrier, toi t'étais guerrière, c'est clair, tu peux pas lâcher pas, tu sais. Ouais, en fait, il y en a qui ont dit que ça leur a presque donné encore plus envie de rentrer là-dedans avec moi puis d'affronter le truc parce qu'ils voyaient que moi je lâchais rien, là. Mais ça a été bien particulier, puis... fait que c'est ça, les comédiens venaient chez moi. On avait beaucoup de rencontres chez moi, finalement, pour me permettre de pas trop bouger de chez moi. Puis là, ben c'est ça, mettons, les comédiens avaient une scène, par exemple, de 3 pages. Et là, on partait en improvisation, là. Fait que des fois, la scène pouvait durer 45 minutes. Les gars, ils discutaient, puis ils échangeaient. Puis juste pour avoir... La scène s'en allait au même endroit, mais... elle était juste dite différemment dans des mots qui appartenaient un peu plus à mes comédiens. Ça, je trouve ça important de les laisser utiliser leur langue à eux aussi, parce que je trouve que quand on impose des mots, des fois, aux comédiens, on sent que y a un petit malaise, un petit truc qui... tu dis pas ça dans la vraie vie. Ah non, ben dis pas ça, dis d'autres choses, dis un autre mot, vas-y, change-le, tu sais. Et là, c'est ça, je trouve que c'était fluide, je filmais ça, je gardais des trucs, je réécrivais... je fais ça à chacun de mes films. Là. Puis des fois, ben, les acteurs vont apporter des dimensions à leurs personnages que j'avais pas écrites, que j'avais pas... mais moi, je trouve que cet échange-là puis ce travail-là avec eux est... pour moi, si je passe à côté, c'est du gaspillage. Bien sûr. Tu sais, c'est passer à côté de... quelque chose de créatif qui fait juste... qui rend mon film meilleur, tu sais. Fait que pourquoi ne pas ne pas l'utiliser, puis ne pas... Puis en plus, les acteurs, tu sais, tout le monde me dit « Comment ça sont bons de même, tes acteurs, dans tous tes films? » Je suis comme « C'est parce qu'on répète, là, c'est tout, là. » Les acteurs, ils les connaissent, leurs personnages, là, de fond en comble. On en a parlé pendant des semaines à tous les jours, tu sais. Fait que c'est... Des fois, mon équipe trouve ça dur parce qu'on est en prep, puis moi, je suis juste toujours en répète. Puis ils sont comme, mais là, Sophie est où? On peut-tu l'avoir de temps en temps? Mais je trouve ça, pour moi, ça reste quand même ma priorité. Puis mes acteurs ont tous été tellement généreux dans ce travail-là. Et je pense que eux-mêmes me l'ont dit qu'ils trouvent ça tellement le fun, là, de faire ça, puis d'arriver sur le plateau. Puis là, il n'y a pas tant de stress parce que ils n'arrivent pas en disant « Hey boy, OK, cette scène-là, elle me stresse, je sais pas trop comment qu'on va l'aborder, je sais pas, je vais peut-être proposer ça à Sophie, j'espère qu'elle va vouloir. » Tu sais, ils n'arrivent pas de même tous les matins. Là. Tous les matins, ils sont comme « Yes, ça va être le fun, on sait absolument ce qu'on vient faire. » Puis après ça, il y a de la place pour encore de l'improvisation. Et l'improvisation, moi, ça fait vraiment plus en... répète, on essaye des choses. Sur le plateau, ben là, on est plus libre parce qu'on a pris déjà toutes ces décisions-là d'avance. Bien sûr. Chose que des fois, je trouve qu'on dit aux acteurs, improviser, essayer des affaires. Je trouve ça tellement pas cool pour les acteurs parce que ça les met... il faut qu'ils soient dans un état comme de surcréation quasiment constant. Là, ouais, c'est ça. Puis à pas savoir comment que l'autre va le prendre. Puis tu sais, je sais pas, je trouve que... Alors que là, je permets à mes acteurs de tout faire ces explorations-là avant. Puis ça fait qu'ils sont très impliqués. Ils veulent... Ils pensent chez eux. Ils m'appellent à 10h le soir. « Hey, Sophie, j'ai pensé à telle affaire, Théo. » Et le nombre de fois qui m'appelle pour faire « Attends une minute, là, je viens de comprendre, là, puis là, c'est ça, puis le film, c'est ça, dans le fond, puis là, on va faire ça de même. » Puis je suis comme « Oui, OK, c'est bon. » Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de... Je vais pas passer à côté de ça, tu sais. C'est trop précieux. Mais c'est clair. Puis il y a quelque chose que... Comment les comédiens et les comédiennes ne pourraient pas être heureux sur ton plateau? Ils ont tellement de liberté au final, tu sais. Ouais. Chose que t'as pas dans la... grande majorité des productions, et on s'entend, là, je le sais pas, mais c'est ce que je crois, c'est cette grande liberté-là, tu sais. Puis j'allais dire, c'est quoi la place de l'impro? Parce que dans Chien de garde, j'étais persuadé que il y a moi, je pensais, là, peut-être 40% à 60% d'improvisation. Ben, il y en a eu un peu quand même sur le plateau d'impro, mais c'est plus des trucs un peu rigolos, tu sais, Théo, quand il est un peu en... je sais pas comment dire, là, quand il est bien excité, là, quand son personnage est bien énervé. Mais sinon, c'est ça, l'impro était vraiment... Mais j'aime pas ça dire impro parce que c'est plus de l'exploration, en fait. Je comprends. L'exploration était vraiment en prep, en répète.
Bien oui. Puis, mais Théo a créé beaucoup d'aspects de son personnage en répétition. OK. Puis, on en parlait ensemble. Là. C'est sûr que moi, je donne quand même une direction à ces acteurs-là, là, mais il y a beaucoup de petits trucs du personnage de Théo qui est assez éclaté, là, assez particulier, qui viennent de lui, mais qu'on a exploré en... Oui, mais c'est dirigé, c'est ça la grosse distinction qu'il faut faire. Puis je trouve que c'est brillant parce que si le texte est tellement révélateur, puis vous en parlez, puis Théo arrive ici. Ben, Théo, c'est pas, je le connais pas, Théodore. Le connaît de fond en comble. Mais là, il peut improviser parce qu'il va faire une sortie de route contrôlée. C'est pas juste salut, fais ce que tu veux. Tu sais, donc c'est ça qui est vraiment. Écoute, il y a des scènes là-dedans, c'est fou, là, jusqu'où ça va, tu sais. Puis aussi de voir les autres personnages réagir à ce personnage-là qui, lui, a pas de limite. Non, c'est ça. C'est ses limites à lui, finalement, tu sais. Donc, il y a quelque chose là-dedans de vraiment fou. Bon, on a parlé un peu de Solo. Je suis curieux, peut-être, est-ce que tu accepterais de faire un synopsis, vite? Oui. Solo, c'est l'histoire de Simon, qui est joué par Théodore Pellerin, qui est une jeune drag queen, un peu une star montante, un peu de la scène drag. Et... il rencontre Olivier, qui est joué par Félix Marito, un acteur français, qui est nouveau dans le bar spectacle là, où il travaille. Puis ils ont comme un coup de foudre. Là. C'est un gros coup de cœur, puis commence une grande histoire d'amour qui devient toxique, en fait. Et ils se mettent à faire des duos de drague ensemble et tout ça, puis tout ça dégénère. Et en même temps... la mère de Simon, qui est une grande chanteuse d'opéra, qui travaille partout dans le monde, revient au pays pour un spectacle spécial là, d'opéra. On est allé la chercher, puis on l'a invitée à venir travailler au Québec pour quelques temps. Donc, et elle était partie... on avait dit 15 ans, donc quand Simon était quand même encore jeune, un peu abandonné sa famille. Et il essaie de connecter avec elle. Fait qu'il court après deux personnes en même temps qui l'aiment pas bien ou qui l'aiment pas comme il voudrait être aimé, par exemple. J'ai plein de questions. Premièrement, ça sort quand? On sait pas. Ça va dépendre des... nous, tout découle des festivals dans le monde qui nous choisissent. Puis là, on choisit nos... première internationale, européenne, puis là, il faut comme être stratégique. Puis, fait que on attend, voir qui va nous sélectionner, si on est sélectionné. Mais à l'automne, peut-être. Oui, absolument. Automne 2023. Et c'est vraiment un point de vue extérieur. Est-ce que ça se pourrait que tu es quand même fan de parler de relations relativement toxiques ou c'est moi qui... on voit des choses qui ne sont point là. non, mais oui. Finalement, je pense que... c'est le grand thème. Ça reste le grand thème de la vie de bien du monde aussi, j'ai l'impression. Bien sûr. Parce que moi, ça me fascine. Tu sais, j'ai fait des années de thérapie, j'ai beaucoup observé ça. Chez moi, chez les autres. Je veux dire, je pense que tout le monde, presque, peut avoir des comportements... toxiques parce que c'est des mécanismes de défense, de survie un peu, tu sais. Puis, mais qui font du mal aux autres, tu sais. Puis, je pense que ça m'a toujours fascinée, puis ça me... là, j'avais particulièrement envie de parler de ça. C'était comme mon objectif avec Solo. Je voulais parler de drag queen, puis je voulais parler de relations toxiques. J'ai mis ça ensemble. Puis ça fait Solo. Wow! Mais c'est ça, parce qu'il y a quelque chose que tu sais, dans certains films, ça peut être l'incommunicabilité. Les gens qui sont pas capables de parler ensemble, qui ne s'adonnent pas, alors que tes personnages sont souvent à vif et se parlent super mal entre eux. Autant dans les courts-métrages, c'est quelque chose que je trouve qui revient. Puis c'est vraiment intéressant parce que t'es vraiment en train de, comme j'ai l'impression, de déplier toutes les possibilités des relations toxiques, autant en amour qu'en amitié. Tu sais, je trouve que dans ce terrain, c'est quelque chose qui revient. J'ai joué au hockey, puis c'est 100% la même affaire.
tu te fais blesser 96 fois par jour par des joueurs de hockey de « Hey gros, t'es pas bon, t'es ainsi, t'es un... » Tu fais « Man, tu reviens chez vous, tu fais « C'est sûr que c'est des jokes pour eux, puis ça leur passe 6 pieds par-dessus la tête. » Moi, je retourne chez nous avec ça. 12 gars qui m'ont envoyé promener aujourd'hui en me disant que je suis ci, je suis ça. Ah, c'est terrible! Tu fais « Moi, ma vie, elle tient à quoi, là, finalement? » là, Donc, il y a ça là-dedans, tu sais. Je trouve que c'est... Tu sais, même dans Souterrain, c'est tellement... Chacun a ses souffrances, puis c'est par le langage corporel et le langage vocal de ces personnages-là qui chacun blesse les autres, puis il y a comme une solitude en groupe de chacune de ces personnes-là. Puis je trouve ça vraiment... je trouve ça brillant, vraiment. Puis ça me touche parce que je l'ai vécu. Là, mais moi, je pense que la masculinité toxique crée beaucoup d'isolement et de blessures, comme tu dis, de solitude. Là. C'est quelque chose qui... Ouais, je sais pas comment dire, mon Dieu. En fait, c'est comme toxique envers soi-même. Même quand t'es dans cette affaire-là de masculinité toxique, tu te fais du mal à toi-même, en fait. C'est ça qui est fou. Parce que tu t'empêches d'être ou de penser des choses parce que ça fit pas dans l'idée de c'est quoi un homme. Des choses comme ça. Fait que je pense que quand on subit une relation toxique, c'est une chose, mais être au milieu de la masculinité toxique, là, ça, c'est dangereux pour soi-même. Oui. Mais t'as pas de marge de manœuvre. Je savais, tu le sais très bien quand dans certains de ces milieux-là, moi qui est peut-être plus le milieu sportif et peut-être même le secondaire, qui est quand même particulier parce qu'on est des adolescents. Puis quand tu grandis, tu vois des comportements que je qualifierais d'adolescents, tu sais, de juger quelqu'un sur un goût qui n'est pas choisi. La plupart du temps, j'ai pas à choisir. Tant qu'à me faire intimider, j'aurais choisi quelque chose qui fait que je me fais pas intimider. Il me semble que ça aurait été plus logique, je pense. Mais il y a quelque chose là-dedans, justement, tu te dépersonnalises aussi, puis ça crée, je pense, aussi beaucoup de détresse de ce côté-là, à aimer des affaires que t'aimes pas. On boit de la bière, c'est le fun. C'est l'enfer. Ça m'angoisse de penser à ça. Je comprends. Mais pour la raison que c'est un thème qui revient, est-ce que c'est parce que tu le vois? Est-ce que c'est parce que... La toxicité? Oui, est-ce que c'est quelque chose qui c'est dans ton entourage, dans ta famille? Non, pas vraiment, en fait. Mais comme je dis, je pense que tout le monde a des comportements toxiques, puis tout le monde a sûrement vécu... Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas vécu quelque chose un peu... Bon, toxique, j'ai de la misère à utiliser ce mot-là. Je trouve que c'est utilisé tellement là, à toutes les sauces dans ce temps-ci. Là, mais non, moi, je considère pas que j'ai trop vécu ça. C'est sûr que j'en ai vécu comme tout le monde. Il y en a des relations comme ça qui sont vraiment plus destructrices que d'autres. Là. Bien sûr. J'ai vraiment pas été dans des extrêmes comme ça. Fait que c'était vraiment juste un intérêt. Puis... Aussi, il y a quelque chose dans le défi de scénarisation d'écrire une telle relation. Là. Ça m'intéressait parce que la manipulation, le gaslighting, là, ces affaires-là, c'est comme... Je me disais, ça va être un défi, c'est difficile à écrire, puis ça me tentait là, de me mettre dans cette situation-là de défi. Fait que c'était aussi ça qui me donnait envie. Ouais. Simplement. Tu vois, ça, c'est quelque chose que à un moment donné, je m'étais posé une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont toxiques et ils contaminent leur relation qui impactent, ou est-ce que éventuellement deux personnes qui sont pas toxiques, qui sont ensemble, ou même, ça peut être des trios, des quatuors, peu importe, quand une fois qu'ils sont ensemble, la dynamique, elle est toxique entre ces personnes-là. Tu vois, ça, c'est une question que je m'étais posée, puis je suis curieux de savoir ce que t'en... Je suis pas une professionnelle de la psychologie, mais moi, ce que j'ai compris, parce que aussi, ce qui arrive, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant des films comme ça, puis surtout en répétant après avec les acteurs, j'ai appris beaucoup de choses sur les relations toxiques. Puis je crois vraiment que c'est sûr qu'il y a des gens qui le sont plus que d'autres parce que je pense que à un moment donné, ils ont compris, je pense que le pouvoir de contrôle qu'ils ont expérimenté sur d'autres personnes à un moment donné devient tellement
satisfaisant pour eux ou en tout cas leur fait du bien qui vont l'appliquer à beaucoup de monde puis dans beaucoup de relations. Fait que ça serait les gens toxiques, mettons. OK. Mais je pense vraiment que 2 personnes qui ne le sont pas peuvent, une fois matchées ensemble, créer comme un Comme une dynamique? là? ouais, ben oui, une dynamique, puis un petit truc explosif là, qui Fait que je pense pas que tout le monde l'est avec tout le monde, que quelqu'un de toxique dans une relation toxique l'est automatiquement avec les autres personnes. Je ne le crois pas. Et je crois vraiment que c'est... Tu sais, moi, c'est sûr qu'en écrivant ce personnage-là d'Olivier, j'ai développé quand même beaucoup d'empathie pour ça. Bien sûr. De compréhension, en tout cas. Je veux pas dire que je vais accepter ça dans ma vie, mais j'ai quand même compris pourquoi certaines personnes vont dans ces comportements-là, Ben oui. ce que ça leur apporte, pourquoi ils ont besoin de ça. Après, bon, c'est leur travail après Ben oui. d'aller se guérir autrement, puis parce que c'est pas en faisant du mal aux autres qu'on se guérit, là. Mais voilà, ouais, ça m'a un peu... c'est vraiment de l'empathie, là, c'est pas de l'acceptation. Mais, Je comprends. Mais j'allais dire, tu sais, comprendre, c'est pas cautionner, tu sais. non, c'est ça. C'est plate à dire, mais il y a des situations où, tu sais, il y a des tueurs en série, puis le psychologue qui va essayer de travailler, ou le psychiatre plutôt, qui va essayer de travailler, s'il en vient à comprendre, ben, c'est pas lui non plus un tueur en série, puis il mérite pas d'être en prison, tu sais, on s'entend. Fait qu'il y a comme quelque chose de comprendre des fois, ou d'arriver à peut-être pas justifier, mais expliquer. C'est pas nécessairement cautionner, tu sais, comme Non, tu le c'est dis, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant, ça. Mais tu sais, il fallait aussi que mon acteur, que Félix Marteau, aime son personnage. Ben oui, bien sûr. Donc, on a travaillé les deux ensemble à l'aimer, tu sais, puis à... Moi, j'avais plus pitié de lui, en fait, que d'être fâché contre lui, tu sais. Après, les gens qui vont voir le film je pense qu'il va y avoir beaucoup de colère envers ce personnage-là. Mais j'espère aussi qu'il va y avoir de l'empathie qui va se dégager de l'écoute des spectateurs pour Olivier. J'en doute pas parce que c'est une de ce que je considère une de tes grandes forces, et c'est pour ça que j'aime autant ton cinéma, c'est que on en vient à aimer des gens qui sont pas forcément aimables en première place. En première, ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, c'est pas blanc et noir. C'est pas des méchants et des gentils. Non, c'est ça. Il y a personne de parfait. Et c'est ce qui est aussi fascinant pour moi, tu sais, en tout cas. Puis tu disais, tu sais, tu vis vraiment par procuration avec tes personnages. Quand le film se termine, est-ce que tu le vis comme une mort, comme un deuil? Est-ce que t'es endeuillé? C'est tout le temps difficile. Ah ouais. Tu sais, comme je dis que j'ai pas de difficulté à faire... Parce que je pense que réaliser puis scénariser, c'est faire une suite de deuil constant, là. Mais moi, ceux-là, je les accepte, mais ce deuil-là, de terminer le film, de laisser aller le montage, puis de plus vivre avec mes comédiens puis mes acteurs sur l'écran toute la journée, ça, pour moi, là, c'est l'affaire la plus difficile. Puis je pense que c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre pour les gens qui font pas notre métier. Et là, c'est là que je me sens le plus seule, en fait, quand je finis un film. Parce que j'ai vraiment l'impression... Tout le monde est retourné faire sa vie. Les comédiens sont sur d'autres films. Puis moi, je suis comme... On m'arrache un peu ça. Je trouve ça tellement... Je voudrais réécouter les rushs chez nous juste pour comme encore vivre dans ce monde-là avec ces gens-là. Ça, c'est difficile. Puis c'est pour ça que j'aime ça, enchaîner le film d'après assez rapidement parce que sinon, c'est comme un gros deuil amical, là, un gros deuil... genre, les personnages, c'est mes amis, là, ça, je veux dire. C'est c'est juste cute. Ah, les personnages sont mes amis. Tough, Mais je comprends. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que quand tu repars dans un autre travail, est-ce que tu sens de l'insatisfaction ou c'est purement parce que je veux pas que le fun se termine de créer en gang? Ben, beaucoup. J'adore toutes les étapes, comme je disais, mais je pense que je fais ce métier-là parce que c'est le fun, parce que j'aime ça, parce que je
chaque étape, moi, me réjouit. Là. Je sais qu'il y a, j'entends des réals des fois dire tourner, je trouve ça terrible, j'haïs ça. Puis là, je suis comme, ah mon Dieu, moi, j'ai comme. Ouais. Mes jours de tournage, c'est mes plus beaux jours de ma vie, là, tu sais. Ben c'est oui, comme. J'ai jamais autant de fun que ça. C'est comme mon saut en parachute à moi, là, tu sais. Bien sûr. Puis, fait que, ouais, je pense que la motivation de continuer à faire des films, c'est quand même pour toujours retrouver le plaisir de chacune des étapes. Sinon, je pense que je ferais pas ça. C'est tellement difficile. Ben ouais. C'est tellement compliqué. C'est tellement de stress. C'est tellement de... tu sais, fait que je pense qu'il faut être passionné, Oh, ouais. aimer ça. Sinon, tu fais pas ce métier-là. Ouais. Non. Il y avait quelque chose à un moment donné, je me rappelle plus, je pense que c'était dans une entrevue, puis l'acteur, c'est une actrice ou un acteur? L'acteur disait, c'est tous les désavantages. Fait que t'as avantage à être passionné. Ah ouais. Parce que tu fais... Tu sais, si je choisissais mes passions, j'aurais choisi médecin. Oh, je suis mon Dieu. respecté, j'ai un bon salaire, j'ai des congés, puis je prends ma retraite à 50. Puis je fais du bien aux gens. Ouais, exactement. Puis les gens te posent pas la question, à quoi ça sert? Tu sais? Alors que... Tu sais, il faut vraiment avoir une espèce d'appel, puis visiblement, tu l'as eu le plus jeune âge, fait que t'as pas dû te poser les mille et une questions sur penses-tu que ça se pourrait que nanana. Ah non, moi, j'étais bien enlignée, là. Ouais, non, exact. Puis j'avais une question par rapport justement à Théodore Pellerin. Tu sembles dire que tu fais des longues auditions, des auditions plus, tu vois pratiquement quoi, l'UDA au complet, là. C'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui fait que Théo, j'imagine que vous êtes dans un processus où il n'y a pas dû auditionner pour drague, là, j'imagine. Non, il n'y a pas auditionné. Bon, ben c'est ça. Fait que je suis quand même curieux de savoir peut-être votre relation. En oui, Théo et moi, on est devenus des très bons amis là, depuis le tournage de Chien de garde. On est très proches. Donc, c'est pas juste une relation de travail, là, c'est aussi une vraie amitié. Mais je pense que des comédiens comme Théodore, on en rencontre pas souvent, j'ai l'impression, même dans une carrière. Puis moi, je l'ai rencontré tôt dans ma carrière. Mais c'est vraiment un spécial. Tous les gens qui ont travaillé avec lui le disent. Il y a... Je pense qu'il y a un cœur. Je pense que c'est son amour des personnages qu'il aborde. C'est sa capacité à les comprendre. Je sais pas comment dire. C'est vraiment spécial. Mais c'est un acteur transcendant. C'est comme... et je pense que notre façon de travailler ensemble nous convient beaucoup aux deux. Théo, il aime ça, là, apporter plein de trucs en répète avec moi, puis comme... qu'on ait tout ce temps-là pour repenser, puis que je sois pas arrêtée sur trop de choses, parce que les acteurs, des fois, ils vont me proposer des choses, puis le réalisateur, c'est ça qu'on m'a raconté, que des fois, le réalisateur, il a peur un peu de perdre le contrôle sur son œuvre. Fait que s'il prend trop les inputs des comédiens, il a peur parce qu'avec Théo, on change beaucoup de choses, là. C'est pas des petits détails, là. Des fois, l'intention du personnage va changer dans une scène, même dans le film, beaucoup de côté de sa caractérisation, beaucoup des fois, sa relation avec un personnage va complètement être modifiée pendant les répètes, là, tu sais. C'est gros quand même comme changement à un mois de tournage, là, à un mois avant, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui vont un peu être « OK, non, là, faut que je m'en tienne à ce que j'ai écrit parce que sinon, tu sais, c'est risqué, là. » Moi, je me garoche dans le vide, là, quand je fais ça avec mes comédiens. Puis à chaque fois, le monde autour de moi sont un peu comme... T'es sûr là, qu'on fait tous ces changements-là? On est d'accord, là? On est comme... Puis je suis comme, oui, je me lance. J'ai confiance en ce que je vois, puis aussi en ce que mes acteurs apportent. Fait que, let's go, tu sais. Mais à un moment donné, peut-être que je vais me planter. Mais c'est quand même très risqué, ce que je fais. Oui. Mais je pense que Théo adore ça. Il me le dit, comment il se sent très, très libre sur... oui, mais ça paraît. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on est en tournage, puis, tu sais, c'est Théo qui dit non. Non, c'est pas ça la scène. Puis là, on fait, OK, attends, on va y penser, on y réfléchit. Puis, tu sais, souvent, ils ont raison, là, les comédiens. Puis, mais des fois, non. Puis, c'est bien correct. Puis là, je reprends un peu le truc. Mais c'est ça, Théo,
tripe là-dessus. Fait que... et je sais, tu sais, il a tourné Chien de garde à 19 ans. Là. Ah, Il a tourné ouais. ce personnage-là à 19 ans. Puis c'était quelque chose, ce personnage-là. Puis il Ben fallait avoir une intelligence émotive, sociale aussi, assez particulière qui m'a beaucoup impressionnée. Donc après, pour moi, je me disais, ce gars-là peut tout faire. Il peut vraiment tout faire. Il n'a pas auditionné pour Souterrain non plus, là, tu sais. Ben non, c'est Et c'était ça aussi, c'était très casse-gueule comme rôle. vraiment... Extrêmement casse-gueule parce qu'il jouait quelqu'un qui avait Traumatisme subi un crânien. accident puis qui faisait de l'aphasie. OK. Donc, on a fait beaucoup de recherches ensemble. Puis, il est allé, lui, rencontrer des gens, en particulier au Théâtre aphasique de Montréal, ce qui est vraiment un organisme vraiment chouette, là, qui mettent des... Les gens qui font de l'aphasie, ça peut se... C'est autant dans le corps que aussi, mais surtout dans le... C'est un trouble de la parole. Fait que ton cerveau, il sait qu'est-ce qu'il veut dire, mais comme... Là, je ne sais pas tous les termes, là, mais les nerfs puis tout ça, le message qui se rend à ta bouche, à ta langue, il est un peu modifié. Là, il n'est il est pas comme les gens qui font pas de l'aphasie, là, comme nous. Fait que des fois, ils peuvent parler comme... Je parle présentement, mais des fois, ils peuvent être complètement pas capables de sortir certains mots, certaines phrases. Ben oui. Il y a des gens qui pensent dans la société qui sont... c'est des gens très lucides qui ont toute leur tête. Puis des fois, ils vont se faire prendre pour des gens qui sont un peu plus lents, un peu plus... tu sais, puis ça les... voyons, le mot... Ils sont très tassés, là, mis sur le côté. Puis, puis des fois, c'est aussi plus qui ont de la difficulté à parler, plus que les gens vont les juger, puis plus qu'ils vont développer une anxiété sociale. Fait que là, ça fait un cercle vicieux parce que plus que tu es stressé, plus que ton aphasie va prendre de l'ampleur. Et donc, ils les mettent sur scène puis ils font du théâtre. Ah ouais, okay. Et là, ça leur redonne beaucoup de confiance en société. Ben oui, bien sûr. Pour juste exister, tu sais. Fait que c'était trippant. Puis ils ont invité Théo à venir les rencontrer puis aller pouvoir les observer. Puis parce que le but, c'était vraiment de bien rendre cet handicap-là. Et... Théo a été comme génial. Ben oui, mais ça. Et il a fait toute cette recherche-là pendant que moi, j'étais partie 5 semaines tourner à Val-d'Or. Lui, il était resté à Montréal. Puis il faisait cette recherche-là. Il est arrivé à Val-d'Or la veille de sa première journée de tournage avec nous. Puis il me dit, bon, ben ça va être à peu près ça. Il me l'a un peu montré. Puis j'ai dit, c'est bon. Puis... à chaque jour, tu sais, le scénario, ces phrases, là, ces répliques n'étaient pas écrites avec l'aphasie, là, disons. Oui, non. Donc, c'est lui qui arrivait tous les matins et qui disait, OK, là, je vais avoir de la misère avec ce mot-là. Ça, je vais le mimer avec mes mains. Ça, puis là, je disais, let's go. Tout ce qu'il faisait était parfait, me plaisait. Et on a eu le saut d'approbation là, de certaines personnes qui travaillent avec des gens... aphasique, nous disant qu'on avait bien fait ça. Mais mon Dieu, que c'était... Quand on a tourné la première scène, parce que, tu sais, il parle lentement, il parle... Des fois, il y a comme... C'est pas du bégaiement, là, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je me disais, oh, ça va-tu passer, le public? Comment il va prendre ça? Tu sais, c'était très casse-gueule. Fait que Théo, il a fait Chien de garde, il a fait Souterrain comme ça. Tu sais qu'il est capable de tout faire, tu sais. Bien sûr. Puis après, c'est surtout... Je l'ai choisi surtout pour... son cœur. Tu sais, je sais pas comment le dire autrement, mais son regard. Je pense qu'il y a plein d'acteurs qui sont capables de faire plein d'affaires. Mais j'aime Théo parce qu'il... pour son regard. Bien sûr. Sur son personnage, puis sur les histoires qu'on raconte ensemble. C'est vraiment ça, surtout qui m'intéresse avec lui. Bien sûr. Et vous êtes rencontrés comment? Pour Chien de garde. Okay. Je l'ai auditionné. Oui. En fait, moi, je le connaissais pas. Je l'ai auditionné pour le rôle du grand frère. OK. Puis, en plus, dans ce temps-là, je donnais pas le scénario aux gens, aux acteurs, automatiquement pour des auditions. OK. Puis, il est arrivé avec juste j'avais donné
description de tous les personnages aux acteurs qui venaient en audition pour qu'ils sachent à peu près, tu sais, un résumé du film, tous les personnages, un petit résumé, une petite description. Puis on avait fait l'audition, ça avait bien été, puis il m'avait dit, mais moi, je suis quand même intéressée par l'autre personnage, le personnage du petit frère. OK. Improvisons. OK. Sans, tu sais, avec la personne qui était là avec nous pour donner la réplique, ils ont improvisé quelque chose. Je leur ai donné à peu près une scène. Tu sors du centre d'achat, tu viens de faire telle affaire, nanana, t'es excité, t'es bon. Puis il nous a fait exactement le Vincent là, du film. Ouais. Mon producteur et moi, on se disait, ce personnage-là, ça va être tellement dur à trouver, ça va être l'enfer. OK. Finalement, je pense qu'on n'avait même pas commencé les auditions encore pour Vincent, que Théo nous avait fait ça, ou je pense qu'on avait fait genre juste une journée d'audition. OK. On se regardait, moi puis mon producteur, on était là, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était vraiment particulier parce que, c'est ça, c'était très dur, très difficile à jouer, puis il l'a eu sans même avoir rien lu, même pas une scène. Tu sais, c'était déjà lui. Fait que c'était, c'est un petit spécial, le Théo. Ouais. Bon, ben c'est génial. Écoute, j'aurais peut-être une dernière question, c'est-à-dire qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune réalisatrice qui débute et qui souhaiterait suivre tes pas? Je dirais de tourner, d'essayer des affaires, de pas être trop prudente, de travailler sur les films des autres aussi. Moi, j'ai fait de la régie, là, tu sais. J'ai appris comment ça marchait, comment aussi les autres départements fonctionnent. C'est important, je trouve. Des fois, je pense que j'entends mes amis qui sont maquilleuses, par exemple, ou comment leur apport créatif et leur département sont mécompris, des fois, des réalisateurs et réalisatrices. Fait que moi, en faisant ces autres métiers-là, ça m'a permis de voir tout comment les dessous là, d'un tournage. Puis ça, c'est un bon bagage, je pense. Mais t'es légitime, tu l'as fait. Donc, il y a quelqu'un qui parle dans tes pas, qui sait que tu l'as vécu, que tu l'as fait. Fait que, mais t'apprends beaucoup, surtout, tu sais. C'est surtout... Puis, oui, c'est ça. Mon conseil que j'aime donner, c'est aller en festival, puis aller boire des verres avec le monde. Faites le party avec le monde, parce que c'est là que tu rencontres vraiment le monde. Puis que moi, en tout cas, c'est là que je me suis fait mes contacts, puis que j'ai rencontré tous les gens qui ont contribué à l'avancement un peu de ma carrière, là. Fait que c'est niaiseux, là, mais de se déplacer, d'y aller, même si t'es stressé, t'es gêné, t'es tout seul. Moi, je suis débarquée à mon premier festival, c'était à Trouville. J'étais encore étudiante, comme je disais tantôt, puis Trouville, c'est en France, c'est un festival franco-québécois de court-métrage. Je suis arrivée là, je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas... Finalement, je me suis fait plein d'amis, j'ai rencontré plein de monde qui ont eu une place dans ma carrière par après. J'ai appris des affaires, puis c'est trippant, mais c'est surtout les rencontres. Tu sais, je pense que c'est vraiment un métier de rencontre, là, de collectivité, et aussi de se célébrer entre nous, c'est important, là. Ben oui, bien sûr. D'aller applaudir ses collègues, là. C'est vraiment quelque chose qui est important, parce que le succès d'un Québécois, c'est le succès de tous les Québécois, là, je pense, là. Fait qu'il faut... ça aide tout le monde. Fait que, en tout cas, d'aller en festival. Allez-y. Ça va être bon, ça va être quasiment un pitch de politicien. La victoire d'un Québécois, c'est la victoire de tous les Québécois et Québécoises, tabarnouche. Une invitation à plugger ce qui s'en vient. Oui, Solo. Mon film Solo, avec Théodore Pellerin, qui joue une super drag queen. D'autres aussi comédiens qui jouent des super drag queens. Un film flamboyant, mais aussi déchirant, là. Donc, ça, c'est le fun. Je pense qu'on va jouer avec beaucoup d'émotions. Il y a de l'énergie dans ce film-là. Ça explose de partout. C'est dynamique, c'est drôle.
C'est vraiment... je pense que ça va être trippant. Ça va sortir peut-être à l'automne 2023. OK. Ça s'appelait Drague avant. Fait que tout ce que vous avez vu des articles ou des gens qui parlent de drague, ils parlent de solo, en fait. Donc, Exact. vous irez voir ça en salle. Ça vaut la peine parce que comme c'est un film éclaté, c'est le fun de le voir sur un grand écran. Yes. Ouais. Sophie Dupuis, merci. Merci beaucoup.